Pour le second moment de notre entretien, j'ai été très frappé, Hubert Butzel, par la remarque que vous avez faite en passant sur le fait qu'il était possible, dans une intervention, à la fois d'intervenir sur le moment, peut-être travailler sur l'importance, sur le nursing, faire 2 ou 3 choses, mais aussi en même temps d'avoir une vision, je dirais, prédictive, une première évaluation qui permet de voir, vous avez parlé des signes, tu as parlé des signes, moi je ne sais plus, hein. le tu, on est d'au-tu, tu as parlé de signes révélateurs. On sait bien que ce n'est pas un listing d'ordinateur, qu'il y a tout, ou alors il n'y a rien. On sait bien qu'on est dans le quelque part entre les deux, entre ce qui est lisible et ce qui pourrait rester inaperçu. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a un caractère prédictif sur le développement cognitif de l'enfant. Tu as dit, on peut même dans certains cas, donc je suis très prudent, prédire si l'enfant va bien apprendre à lire et à écrire, c'est-à-dire le développement cognitif, ou pas. Et ma question est celle-là, comment pourquoi le développement cognitif par rapport à un développement émotionnel ou corporel, il y a des gosses qui sont bien incarnés dans leur corps et qui intellectuellement c'est pas ça et vice versa. Alors c'est une question très très ouverte, je m'en excuse, donc tu as le choix de répondre à ce que tu veux et d'ignorer le reste. Mais c'est un peu ça mon job, moi en tant que pédopsychiatre d'une société, c'est de faire des diagnostics. Bien sûr. Donc ça, et que dans ma formation de médecin, c'est clair que faire un diagnostic différentiel est très important, mais qu'on ne fait pas un diagnostic comme ça en fonction de ses projections. Donc c'est quoi, je dirais, la physiologie ou la physiopathologie, et c'est quoi la l'étiologie, c'est quoi les causes. Donc oui. Pour pouvoir faire un traitement. Donc, oui, bien sûr. Et donc c'est vrai que j'aurais tendance à dire que j'ai surtout développé l'observation de ce que le corps des enfants va me montrer, et d'une façon un peu très concentrée, j'explique que la motricité, c'est de l'expressivité motrice amputée de son imaginaire. Oui, je vous en apporte pour que on a un retour. Amputer son imaginaire. Et donc c'est ça, je dirais, la santé mentale, c'est dialectique entre l'intelligence liée au corps, mais aussi l'imaginaire lié au rêve. C'est ça. Et que dans la gamme, je dirais, de mon travail, les crises, je m'en fous des crises. Il y a des moments difficiles, mais les crises sont inévitables. C'est de repérer rapidement en quoi les crises normales dans l'évolution d'un enfant, je dirais, vont trouver des solutions, tandis que les crises qui ne trouvent pas de solutions développent des processus de chronicisation. Oui. Et donc mon premier, je dirais, réflexe, c'est de voir, tiens, est-ce que je suis dans un processus de chronicisation qui est soit alors, je dirais, banalisé, donc c'est ça, donc on s'en dormit, ou encore une crise, on en fait une tragédie, alors que dans le temps, ben, ça va. En fait, tu distingues entre des crises qui sont des recherches de solutions de la part de l'enfant, des crises qui sont au fond des constats de carence, je n'en sors pas, je veux mourir. Voilà, oui. Il y a vraiment cela. L'autre élément, c'est dans mon diagnostic, enfin dans mon repérage de diagnostic, je recherche 4 choses. C'est-à-dire, c'est quoi les initiatives d'un bébé, la même chose c'est d'un adulte, comment ces initiatives vont s'associer et se coupler avec la qualité de son attention à lui. D'accord. En sachant qu'il y a une attention divergente et une attention convergente, d'emblée, c'est cela. Comment on va ça, cette initiative, cette attention, on va se conjuguer dans un processus relationnel, donc de réciprocité, oui. Et avec du plaisir. Alors c'est un programme très riche. Et je dois ralentir le tempo si tu me permets. D'accord. Parce que dans les 2 premières positions, je vais dire, donc l'attention, je me suis dit, ok, il y a aussi des gosses qui simplement renoncent. Et leur attention n'est pas là, ils se laissent vivre, c'est un peu spastique. Est-ce que j'ai bien compris ça?
Oui, sauf que si moi j'explique l'importance du tonus Oui. et que je me renseigne, ah voilà, je suis un docteur qui était passionné durant toute sa vie professionnelle dans le cadre d'un service de santé mentale et dans le cadre d'un service de placement familial, à pouvoir mesurer, mais c'est quoi les enjeux de l'attachement et de l'importance de toutes les théories d'attachement par rapport à cette possibilité de pouvoir s'épanouir. J'explique que mon tonus, hein, il touche à plein de choses, c'est-à-dire à la qualité de ma voix, hein, à la brillance de mes yeux, à la manière dont je vais me voûter au niveau de mon axe, et que la tonicité de mes joues, hein, va faire que hein, ma salive va venir de la bave. Hein. Mais ça, c'est pas grave. Ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point hein, cette uniformisation, je dirais, tonique, oui, va agir sur l'attention du public. Bien sûr. Et donc c'est clair que le tonus, l'attention d'un bébé va être liée au tonus du système d'attitude. Je te reçois 5 sur 5. Vraiment, il faut ralentir le tempo parce qu'on touche de l'or en les filons les uns après les autres. Parce que là, tu as joué la scène. Oui. Ce qui est très très intéressant parce que du coup c'est autoréférencement renforcé, c'est-à-dire qu'à un moment je me suis dit est-ce qu'il est en train de jouer ou est-ce qu'il est simplement en train de s'éteindre devant nous et en fait évidemment tu étais en train de jouer, c'est important parce que on va parler du jeu aussi hein, et puis après tu l'as commenté. Et là, ça me permet en effet de clairement voir la question de la tonicité, parce que je réagis pas beaucoup à ça dans mes questions. Et ça, tu l'as senti. Alors, pour moi, ça ne fait pas de problème, parce que, par exemple, au théâtre, quand on s'ennuie, c'est quand l'acteur ou l'actrice a ce manque de tonus, on se met d'accord, un homme qui le crut, j'avais une rivale. Et tu t'en fous, parce que on a ça dans les injonctions contradictoires, la musique de ce qu'on dit va à l'inverse du message informationnel. Et l'enfant, tu me dis, est très réceptif à cela. Et donc, toi, tu dis, écoutez musicalement l'enfant, voyez s'il est dans une posture que tu appelles la tonicité, qui est riche de messages. Et là, tu avais donné l'exemple, tu pourrais très bien être simplement une espèce de clone, un androïde qui débite sa voix électronique. Enfin, il n'y a plus personne, c'est un zombie. Moi, j'appelle ça des zombies. Qui déroule le discours du maître et qui fait qu'en fait, le public n'entend que le fait que c'est mort. Et Peter Brook, pour le théâtre, il dira, au théâtre, le diable, c'est l'ennui. Et l'ennui vient d'une dissonance. Et cette dissonance, tu en fais un objet thérapeutique et diagnostique qui me paraît essentiel. Alors, dans la troisième position, tu dis l'intersubjectif, le relationnel. Et donc, en fait, tu dis, il y a, au-delà des mots et des choses évidentes, il y a un discours muet, de l'un à l'autre, en termes de tonicité. Est-ce que je t'ai bien compris? Tout à fait. Voilà. Donc, autant, je dirais, j'ai les côtés, je dirais, versus positifs, donc, c'est-à-dire initiative, attention, réciprocité et plaisir, autant, dans l'autre côté, j'ai l'inertie, j'ai des troubles de l'attention, oui, soit en termes de persévération, c'est ça, hein, ou en termes de distraction, oui, le retrait relationnel, oui, et l'absence de plaisir, en sachant que l'absence de plaisir est intéressante dans le sens où tu ne veux pas confondre du plaisir sensorimoteur avec de l'activité sensorimotrice, de l'agitation sensorimotrice, de l'excitation sensorimotrice. C'est ça, tout ce côté à repérer. Et donc, comment un enfant, combien de temps un enfant, justement, a besoin d'être contenu, d'être bien porté, alors pas rien que physiquement dans les bras, mais porté par le regard, porté par les mains, porté par les oreilles. Et c'est ça mon travail. Je vais faire des diagnostics, je dirais, sans voir l'enfant. Quand j'explique aux puéricultrices, aux éducateurs, je vais voir cet enfant à travers vos yeux, vos oreilles, vos paroles, vos mains. Et tout ce que j'entends, mais comment il s'endort, comment il est fatigué, quels sont ses signes de fatigue, est-ce qu'il sait jouer, pas jouer. C'est ça tout l'enjeu de l'observation. Absolument, et tout cela est clair. Et moi, ce que je trouve, je parlais de filon, d'or,
C'est la quatrième question, celle du plaisir. Ce fait que je viens de faire un cycle de conférences sur l'hédonisme. Alors, ne parlons pas du plaisir orgasmique cantonné soit aux drogues, soit au sexe, on a bien compris. Et moi, je suis arrivé par d'autres moyens à cette constatation qu'au fond, dans les relations entre les gens, le plaisir était la donnée fondamentale. Et là, je la retrouve, et évidemment, je ne veux pas parler, moi, de mes thèses, je veux t'entendre là-dessus, parce que moi, mes thèses, je les connais, tandis que les tiennes, je les explore. Alors, tonicité, incarnation, je dirais, dans mon langage, c'est-à-dire le gosse est incarné, il est dans son corps, il n'est pas ailleurs, il n'est pas distrait, il n'est pas dans le renoncement, je réutilise tes mots, et donc cette manière intense d'être dans son corps, bonjour Nietzsche, c'est ce que tu appellerais le plaisir. Sensorimoteur au départ. Oui, mais alors tu fais cette distinction, parce que tu as, en effet, sensorimoteur, tu l'as répété presque comme une litanie. Est-ce que tu veux bien expliquer ce que tu veux dire par sensorimoteur, par rapport à quoi? Par rapport au plaisir de la digestion, je sais pas. Alors, mon repérage, c'est tout de suite repérer, mais à quel moment un enfant est détendu. Oui. C'est parce que, donc un enfant détendu dit oui, un enfant hyper tendu ou tendu dit non. Oui. C'est ça, donc tout à non au monde, non aux autres. Non. Parce que déjà, ça coince. quelles que soient les raisons, et c'est ça, il y a des milliards de raisons, la question je m'en fous, donc comment on va mettre en termes thérapeutiques, qu'est-ce qu'on va observer pour voir dans quelles circonstances, dans quel contexte un enfant va pouvoir se détendre au bon moment. Et quand il est dans la détente, il est ouvert, dirais-je, au plaisir sensorimoteur. Voilà, et que la notion de la sensorimotricité devient très importante. Comment je vais être attentif aux gestes spontanés des enfants. Donc comment ce geste va se construire sur sa capacité non seulement d'avoir des sens, mais comment les sens vont se mettre ensemble. C'est ça la sensorialité. Donc comment les sens vont se construire à travers des sensations, et comment les sensations vont se connecter pour devenir de la sensorialité. Et alors, si je te comprends bien, ce concert des sens, donc la vue, l'ouïe, le toucher, les perceptions synesthétiques, tout ça se combine pour donner, alors on peut le dire dans un langage, une tonicité satisfaisante d'un point de vue du pédiatre qui pose un diagnostic, mais aussi du point de vue de l'enfant, un potentiel de ce qu'on appellerait plaisir. De vitalité. De vitalité. Donc, ça va être sa créativité, c'est une sorte de plaisir. Et c'est vrai qu'il y a des enfants qui ont du plaisir à regarder. Oui. Donc, ils sont des petits bouddhas. Oui, tout ils sont à fait. contents, et puis à un moment donné, ils vont regarder le monde, et puis ils vont commencer à regarder leur main qui va arriver devant leurs yeux. C'est tout l'enjeu. Quelles sont les initiatives que les enfants vont avoir dans ces initiatives motrices. Et c'est ça tout l'enjeu, je pense, du développement de l'enfant. Et donc, par rapport aux théories d'attachement, comment la qualité d'une fonction parentale va permettre à un bébé de pouvoir s'attacher à ses sensations, se connecter à ses perceptions, à ses émotions. S'identifier au fond à cette vitalité. À ce qu'il ressent. Mais il a besoin, comme il a une telle immaturité psychique et physiologique, il a besoin de la qualité de cette contenance et du portage. Tout à fait. Et alors à ce moment-là, moi j'ai envie, peut-être pour te provoquer un petit peu, mais gentiment, d'opposer l'importance, on est quand même, je dirais d'une certaine façon, contraint, mais d'une manière satisfaisante pour le bébé, à la danse. Les enfants qui dansent, qui bougent, qui aiment bouger. Et est-ce que tu serais d'accord? Donc un enfant qui danse, c'est quelqu'un qui a suffisamment reçu de portance d'une manière ou d'une autre pour se sentir libre de s'incarner. Ça, c'est mon langage, hein, j'espère. Tandis qu'un enfant qui serait un peu rétréci du côté de pas oser bouger, pas savoir où est son corps, etc., là, toi, tu y lirais quelque chose, phénoménologiquement. Ah, mais la danse, c'est déjà l'aboutissement de toute une coordination à la fois neuromotrice, mais aussi expressive. Oui. Qu'avant, je dirais, la danse, il y a la capacité de ne pas être débordé par son angoisse de chute. Et oui. Donc c'est ça la qualité. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est programmé à la fois que si on n'est pas bien porté
hein, à ce moment-là, on va se tenir soi-même. C'est ça. Et à ce moment-là, toute l'hypertonie va venir ralentir tous les processus d'organisation. Donc c'est ça, le tonus, c'est le bon tonus au bon moment. C'est ça. C'est une confiance en fait. Cette confiance, et que je veux voir comment cette confiance, alors avant que ça ait une confiance, c'est comment il y aura cette gestion tonique, et c'est là toute l'importance. Est-ce qu'on serait d'accord de dire qu'au fond, on passe de la portance par autrui, la mère, les relais, etc. Hein, donc la portance du corps. C'est ça, la portance du corps, avec un moment réussi d'autoportance qui fait qu'on n'a plus peur de la chute quand on est un bébé, évidemment. Alors, quand justement, alors qu'on est aussi programmé pour avoir un réflexe de redressement, c'est ça tout l'enjeu de voir cette qualité déjà de tonus et d'alternance, comment, hein, je vais voir comment un enfant a du plaisir à s'enrouler, à se dérouler, sans être dans l'extension, hein, et de pouvoir développer la torsion. D'accord. On parle du tout petit enfant, bien sûr. Oui, mais c'est la même chose pour les grandes personnes. C'est ce même processus. Donc, c'est une expérimentation, exploration. Si un adolescent, il se déroule, le garçon, c'est pour montrer ses épaules, une fille, c'est pour montrer ses seins. Et donc, vous voyez bien que le déroulement, hein, relève aussi de l'identité sexuelle. Oui, bien sûr. Donc c'est tout le temps ce processus-là. Alors la réticence des jeunes blancs par rapport à d'autres ethnies à danser peut être lue comme un signe d'une certaine, je ne vais pas dire nécrose émotionnelle, mais on n'est plus très loin. Ben, c'est une tristesse. Oui. Mais bien sûr. Alors c'est clair que la danse est aussi liée à la façon dont on a pu gérer quand on était porté, une stimulation à la fois de l'oreille interne et je dirais de pouvoir comme ça trouver des appuis. Accompagner des chansons. Avec le fait d'être tout le temps porté sur le dos, sur le ventre ou d'être porté permet aussi de décharger une certaine tonicité un peu qui est liée aussi à la vitalité. Je trouve qu'il y a, et donc forcément ça aide d'ailleurs quand il y a des danses, on peut à la fois et se décharger pour pouvoir travailler quoi? Ses points d'appui, son axe et son centre de gravité. C'est ça, toute cette notion de pouvoir repérer comment ça s'organise. Et si j'exagère un peu, mais j'ai pas besoin de voir qu'un enfant soit debout pour voir s'il organise son axe. Je vais déjà repérer que quand il est sur une table allongée, mais comment il sait tenir sa tête dans l'axe de son dos, hein, comment il s'est tourné à gauche, comment il s'est tourné à droite, en suivant du regard du pas. Donc c'est tout ça sont des signes qui ne sont pas que neuromoteurs. C'est déjà lié à cette qualité de pouvoir suivre le regard, d'être dans une interaction visuelle. Alors philosophiquement, c'est pas pour faire une coquetterie universitaire, mais aussi parce que je pense que ton travail pourrait intéresser les philosophes, c'est de la phénoménologie. Oui. C'est de la phénoménologie en ce sens que tout ce que tu viens de décrire, c'est quelque chose qu'on oublie. De la même façon que les real men don't dance, hein, les vrais hommes ne dansent pas, les vrais intellectuels, ils n'ont pas de corps, ça c'est un vrai problème. Mais alors, ça me permet de ramener à ma question inaugurale, je te la répète, mais tout ce qu'on vient de traverser me semble d'un intérêt majeur. Donc, c'est pas pour le minorer. Hein. Pouvoir, comme tu le fais en tant que médecin, en tant que pédopsychiatre, pouvoir déjà avoir une évaluation prédictive. Je fais attention aux mots. Il n'y a pas de déterminisme, ce sera comme ça. Il n'y a pas de verdict, il n'y a pas une pitié ou l'oracle de Delphes non plus. Hein. De pouvoir prédire quelque chose du développement cognitif et donc les réécrire, etc., ça me paraît quelque chose d'important. Important pour les parents, important pour les soignants, important pour l'enfant lui-même. Et j'aimerais bien t'entendre là-dessus. D'abord, comment tu peux le prévoir? Parce que il y a quand même des sociétés, pendant la longue histoire de l'humanité, qui se sont absolument passées d'écriture. Tu vois, et donc pour lesquels cette question ne se pose pas du tout et qui dansent très bien. Et c'est un petit peu, on y reviendra. C'est-à-dire que, d'abord, comment tu peux voir? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends par développement cognitif? Voilà les questions que je voudrais te poser. Mais c'est là où je m'amuse à expliquer au niveau cognitif en maternelle.
comment les enfants peuvent déjà apprendre à faire des signes. Oui. Je prends par exemple le signe 4, Oui. hein, mais que c'est pas parce qu'on connaît le signe et le chiffre 4 que les enfants ont intégré que le 4 représentait le nombre 4. Oui, bien sûr. Donc ça passe par le schème. Oui. Donc c'est ça cette notion que pour le travail, comment les enfants, par l'expérimentation, vont, je dirais, ressentir et éprouver leur corps, mais je dirais en termes de schéma corporel. C'est ça. C'est ça. Absolument. Et comment ce schéma corporel va se transformer en image de soi. Toute la question, c'est comment cette image de soi va se développer ou non de l'estime de soi. Mais c'est lié déjà à la qualité du schéma corporel. Oui. Et donc à la qualité du nursing. Dans la mesure où on a expérimenté. Si je suis un peu nouveau dans l'extrême, ben, un attachement, le lien à l'attachement, c'est comment l'enfant peut expérimenter comment il s'attache à lui. Donc, je m'amuse à faire comme si je suis un bébé et je chipote, oh, c'est pas attaché. Ah oui, et puis à ce moment-là, tiens, et je joue, et oh, c'est pas attaché. Et puis je vais commencer à expérimenter mon corps, et je vois que ça c'est attaché. Oui. Alors en fonction de mon tonus, si je suis pas trop hyper tendu, jusqu'où je peux avec mon orteil, à l'intérieur, à l'extérieur. C'est ça. Et donc c'est ça dans l'expressivité motrice. Oui. C'est comment, en expérimentant mon corps... Tu peux rester pieds nus si tu veux. Non, je travaille, enfin, et c'est pour répondre à la question, oui. C'est comment je vais voir qu'un enfant va faire avec un objet ce qu'on a fait avec son corps. Et donc, comment à la fois, un enfant qui va prendre un objet, est-ce qu'il va le prendre et le lâcher, ou bien il va prendre et le tenir? Est-ce qu'il va le tenir longtemps ou bien il va le maintenir? Et on voit déjà comment dans le corps, il y a le maintenant, au niveau, comment le temps se construit sur l'espace corporel. Et mais c'est comment, à la fois, en le maintenant, je vais l'explorer. Et jusqu'où je vais l'explorer dans l'intérieur et à l'extérieur. Mais un enfant qui va bien, vous allez voir, à 9-10 mois, donc combien de consignes motrices il va déjà associer. Donc à la fois prendre, donc s'il n'est pas IMC, ben, il va pouvoir, il va prendre un objet et je dirais déjà tenir et pas lâcher, c'est déjà 2 consignes. Le mettre, c'est déjà avec, pour ouvrir à temps et fermer, voilà. Il y a une consigne, donc ça fait déjà 5, il va regarder ce qu'il fait, et il va maintenir son attention et il va commenter ce qu'il fait. Ouais. Et puis, il fait main, objet, main, et puis non, il ne fait pas que ça, il va faire main, objet, main, bouche. Il va explorer le mou. Oui, c'est ça. Non, mais c'est pas le mou de la lèvre, le dire de la gencive, action de la langue, et développer qu'est-ce qui est intérieur et extérieur. Tout à fait. Donc, c'est parce et donc, ce modèle-là, où j'expliquais déjà qu'il y avait des associations, berceau, berceuse, bercement, détendre. Donc, on commence à ce processus va s'associer. Et ces enfants qui, à 9-10 mois, donc, parce qu'ils savent déjà associer ces 14 à 15 consignes motrices, ceux-là vont pouvoir apprendre, je dirais, à lire et écrire, ou à continuer à explorer tout ce que la culture va leur offrir. C'est vrai que c'est les cultures qui n'ont pas développé, je dirais, la tradition de l'écriture, ils ont développé la tradition orale, mais ils connaissent, je dirais, leur espace, ils connaissent combien de plantes. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il y a toute une connaissance qui est liée à ce moment-là, soit alors, à la culture, et donc tous les mots, donc c'est pas un problème pour savoir écrire et lire. Non, la question, c'est que la tradition orale rend très dépendante aux générations, je dirais, et jusqu'où à ce moment-là, il faut que ce soit des sages, vraiment sages. C'est sûr. Par contre, les processus d'emprise, ils sont présents. Alors, on va faire une césure ici. Je vais faire un peu ce moment de récapitulatif. On avance à une profondeur, et quand même en avance. Ma récapitulation sera celle-là. En fait, tu n'as pas répondu à ma question de l'écriture, tu as répondu d'une manière autrement plus intéressante pour moi, qui est la genèse de l'écriture. Ok. C'est-à-dire, et ça je trouve que c'est extrêmement important parce que
quand on pense à l'héritage du structuralisme, qui a été aussi vanté que critiqué, ce que Lacan en a fait, etc., on a l'impression que l'écriture a toujours existé, que les signifiants vont de même, et elle ne s'est jamais interrogée. Or, ce que tu viens de faire, que tu as mimé, avec ta chaussette que tu as enlevée, etc., et qui, moi, me parle énormément et me plaît, on parlait de plaisir, énormément, c'est que tu as montré quelque chose qui n'est pas réductible à de l'écriture et qui est du corps. Le corps, pour moi, dans ma théorisation de l'écriture, le corps est hors écriture. Nous parlons de l'écriture des traditions scripturales de l'alphabet et donc de l'écriture abstraite, où tu n'as pas le rond qui représente un soleil. Hein. Attends, je finis. Parce que et ça te permet aussi de te réentendre par ma voix, quelque part. Tout ce que tu as montré avec le doigt de pied, tu es très souple d'ailleurs, moi je pourrais pas, moi. C'est à la fois prouver le mouvement en marchant, c'est qu'à le dire, c'est-à-dire de montrer qu'il y a une construction psychique de l'enfant, avec l'extérieur et l'intérieur, je ne vais pas répéter toutes tes paroles, mais qui me semble déterminant dans ce sens que tu jouais avec le petit chocolat, là, et tu montrais cet objet mobilisable, détachable, qu'on peut reprendre et qu'on peut lâcher, abandonner, qui ne disparaît pas pour autant. Et donc, il y a tout un apprentissage, pour ça je parle de la genèse de l'écriture, tout un apprentissage de qu'est-ce que c'est un objet, et donc, qu'est-ce que c'est un sujet dans une interrelation. Alors, je voudrais te poser cette question très simple, est-ce que j'ai bien compris? Et je réserve au troisième moment la question de, je dirais, la pensée abstraite. Alors, c'est peut-être un peu de Piaget, ça, mais c'est pas vraiment dans ce sillage que je me mets. Est-ce que d'abord je t'ai bien compris? Est-ce que tu es d'accord avec cette idée de la genèse de l'écriture? Tout à fait. Et que l'écriture et la lecture, c'est un processus pour transmettre, je pense, de l'information. Oui, voilà. Mais ça donne le statut de l'information. L'information, tu l'as déjà un petit peu décrite. Tu l'as fait quand on peut enlever la chaussure et la remettre, mais on ne peut pas enlever son pied et le remettre. Voilà. Donc, et ça me paraît vraiment... Et que si je fais à nouveau c'est important à la fin, je dirais, de se prendre en main pour prendre son pied, pour prendre son pied pour se prendre en main. J'ai pas vu arriver ça. Non, parce que c'est dingue de voir comment dans notre discours de symbolisation, on va passer par toutes les éprouvées corporelles qui vont être à ce moment-là, en termes de passer comme ça de ce réel en représentation, mais comment ces processus de représentation vont passer à des processus de symbolisation. Oui. Donc il n'y a pas de symbolisation, je dirais, sans support de représentation, mais il n'y a pas de représentation sans support de sensorialité. Tout à fait. Et c'est ça tout l'enjeu, où comment ça se passe de l'un à l'autre, et c'est pour ça que j'ai repéré tout de suite un langage de communication, un langage de représentation, un langage de symbolisation. Et ça sera le sujet de notre troisième moment. Je te remercie, Hubert. Si tu veux couper, comme ça nous pouvons aller.